Bonsoir à tout le monde. Je me présente, Mélodie Molins, donc je suis la directrice et la fondatrice de l'Institut Le Gardien. Et ce soir, on a un webinaire exceptionnel, voilà, où tout le monde commence à arriver et je vous en remercie. Et puis aussi, pourquoi je suis là? Parce que le webinaire exceptionnel est animé par un formateur aussi exceptionnel, on peut dire, qui est donc Lilian Ceballos, qui est formateur à l'Institut Le Gardien depuis de nombreuses années, qui est donc pharmacologue et chercheur. Je vous présente également Pierre, qui est donc le responsable de notre maison d'édition, le responsable éditorial. C'est lui qui va animer cette soirée avec Lilian. Et donc, avant de commencer la soirée, ce que je voudrais vous dire, c'est déjà vous dire merci, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ce soir, qui ont participé aussi au succès, entre guillemets, de cet ouvrage. Bien sûr, Lilian en premier lieu. Bien sûr, Pierre aussi a participé beaucoup pour œuvrer pour que cet ouvrage soit le plus beau possible. C'est aussi son rôle. Mais on a aussi tous nos stagiaires, nos anciens stagiaires, nos clients et plein de connaissances que nous avons depuis de nombreuses années qui ont gentiment envoyé des témoignages sur les vertus qu'ils ont constatées de l'épôtre. Et donc, je profite de ce webinaire exceptionnel pour faire un remerciement exceptionnel à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps de nous écrire. Je voudrais aussi remercier bien sûr notre partenaire Moulin des Moines, qui donc a financé les analyses avec un laboratoire bien sûr indépendant, les analyses que Lilian va vous décrire tout à l'heure, donc les analyses du blé, de grand épeautre, de différentes sortes de grand épeautre. Voilà, et aujourd'hui donc ils ont une gamme Hildegarde avec notre logo donc sélectionné par Institut Le Gardien, et donc c'est aussi grâce à ce partenariat donc que ce livre aussi a pu être mis en place. Également, je voudrais ne pas oublier le Grenier d'Épôtre qui lui aussi a œuvré depuis presque 2005 pour l'épôtre non hybridé en France. Nous travaillons aussi bien sûr en collaboration avec cette enseigne. Je voudrais aussi remercier, parce que je sais qu'elle est connectée, Karine Moguerou, qui a fait aussi la traduction d'une thèse en allemand pour Lilian, qui n'a pas été facile à traduire. Donc, je voudrais la remercier chaleureusement également. Et puis, remercier aussi toutes les personnes qui nous auront joints ce soir, qui ont collaboré pour ce livre. Bien sûr, tous les scientifiques, les paysans boulangers, les chercheurs aussi qui nous ont aidés d'un peu de tous les coins du monde pour avoir tous les renseignements. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est un grand merci, Lilian, parce que vous avez fait un travail titanesque d'une année quasiment, juste à classifier tout ce qu'on vous a donné, tout ce que vous avez récolté, tout ce que les gens vous ont donc légué autour de l'épôtre et de ses bienfaits. Donc déjà pour ça, je voudrais vous remercier au nom donc de l'Institut Le Gardien, aussi de la maison d'édition IH. Et puis, je vais donner aussi la parole, bien sûr, à Pierre qui va maintenant prendre la suite et puis animer ce webinaire qui est vraiment exceptionnel et qui va nous permettre, grâce à ce livre qui est inédit, c'est une première mondiale, le travail que Lilian a fait, va nous permettre de comprendre enfin ce que disait Hildegarde au XIIe siècle grâce à un éclairage scientifique d'aujourd'hui. Donc, bravo à vous, Lilian, pour tout ce travail déjà accompli. Merci, Mélodie. À vous, Pierre. Bon. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis le responsable éditorial des éditions IH, donc maison d'édition centrée sur la naturopathie et notamment le personnage d'Hildegarde de Bingen. Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour ce premier webinaire des éditions IH consacré donc à l'épôtre. Ce webinaire est organisé à l'occasion de la sortie du livre Hildegarde et l'épôtre dont vient de parler Mélodie, écrit par donc le docteur Lilian Ceballos. Alors, ce livre, il se base donc sur tout un tas de recherches très, très approfondies qui ont été menées par l'auteur pendant un an, comme vient de l'expliquer Mélodie, mais également sur des analyses de laboratoire comparatives entre le blé et l'épôtre. L'idée, c'était de savoir
si ces analyses comparatives validaient d'une part les enseignements d'Hildegard de Bingen sur l'épeautre, et d'autre part, elle visait à savoir quel type d'épeautre bénéficiait des bienfaits des enseignements d'Hildegard. Est-ce que c'était le petit épeautre, le grand épeautre, quel type de variété en particulier, etc. Il y a également dans ce livre toute une partie pratique sur l'introduction de l'épeautre dans son quotidien, de façon à pouvoir mettre en œuvre les recommandations d'Hildegard. Alors, on va organiser assez régulièrement des événements de ce type-là à l'avenir autour de nos publications. Donc, je vous invite, si cela vous intéresse, à vous inscrire à notre newsletter. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous le remettrai sans doute au cours de ce webinaire. Et de toute façon, même si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez nous trouver assez facilement sur Internet en tapant tout simplement édition IH dans n'importe quel moteur de recherche. Alors, ce soir, le webinaire va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, et le temps fort, si je puis dire, ça va être l'intervention du docteur Lilian Ceballos. Et pendant cette intervention, vous avez la possibilité de poser vos questions dans la partie questions-réponses de Zoom. Alors, on pourra bien évidemment pas prendre toutes les questions parce que vous êtes très nombreux, mais on essaiera d'en sélectionner un maximum pour que le docteur Ceballos puisse y répondre à l'issue du webinaire. Alors, Lilian, bonsoir. Donc, tu es ancien chercheur au CNRS, actuellement formateur donc à l'Institut Le Gardien, comme Mélodie l'a dit. Tu es pharmacologue, chercheur, et tu es également passionné de planification, et on verra par la suite que ça a un lien assez étroit avec le sujet de l'épeautre. Pour introduire très rapidement le sujet, on parle depuis le début de ce webinaire du personnage d'Hildegard de Bingen, qui est donc une abbesse allemande du XIIe siècle, aux multiples talents sur lesquels on ne va pas s'attarder ce soir, mais ce qui est très important, c'est que elle nous a légué tout un corpus d'enseignements qui font qu'elle est considérée comme la première naturopathe en Europe. Et au centre de ces enseignements figure l'épeautre. Alors, selon elle, les bienfaits de l'épeautre, c'est que notamment qu'il est anti-allergique, qu'il aide à réguler la glycémie, qu'il stimule le système immunitaire, qu'il est antitumoral, très digeste et qu'il améliore la résistance à la fatigue. Alors Lilian, ma première question pour toi, ça va être qu'est-ce que l'épeautre? Alors, vous savez que les céréales ont joué un rôle prépondérant dans toutes les civilisations humaines. Le riz en Asie, le maïs sur le continent américain, et les blés, disons, tout ce qui est céréales voisines du blé, évidemment en Europe, sur notre continent. Et donc, dès à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une domestication qui a été effectuée sur des variétés de céréales, et ça a coïncidé avec la naissance de l'agriculture, tout simplement. Donc la sédentarisation d'une part, et le fait que les hommes, au lieu de cueillir uniquement des fruits sauvages et des herbes sauvages, se sont mis à les domestiquer. Donc c'est un changement fondamental dans l'histoire de l'humanité. Alors évidemment, dans le bassin méditerranéen, dans le croissant fertile, ont été développées toutes les céréales qui sont à la base de notre alimentation aujourd'hui, le blé, l'orge, enfin le seigle, etc. Et petit à petit, ces céréales ont diffusé un peu partout dans le monde et ont pénétré en Europe. Et à l'époque de Hildegard de Bingen, en fait, l'épeautre, le grand épeautre, alors je précise le grand épeautre, on verra, je vous ferai voir juste tout à l'heure une photo du grand épeautre et du blé. Mais donc tout ça pour dire, à cette époque du Moyen-Âge, il y avait de très importantes cultures de grand épeautre dans la région du Danube, l'Allemagne, etc., et même jusqu'à la Belgique, et qui est restée une des céréales dominantes, en fait, vraiment jusqu'au 19e siècle quasiment. Ici, c'est pour vous montrer les différences, si vous voulez, morphologiques. Vous avez le grand épeautre à gauche, et vous avez ici le blé tendre ou le froment. Alors, vous voyez, ce sont deux espèces qui sont en fait très proches, puisqu'en fait, ce sont même des sous-espèces au sens botanique. Mais par contre, vous voyez que morphologiquement,
il y a de très fortes différences. Alors, pour résumer brièvement, le grand épeautre est une céréale à paille haute, en fait, qui a un rachis fragile, un égrenage spontané, c'est-à-dire que les graines tombent seules. Et par ailleurs, au niveau agronomique, c'est une céréale qui se contente de sols pauvres et de climats rudes, voire froids, ce qui explique d'ailleurs qu'elle a très facilement pénétré dans la vallée du Danube et jusqu'à des régions assez nordiques. Alors que le blé tendre, lui, est plutôt une espèce méditerranéenne qui a des pailles plus courtes. Avant même qu'au XXe siècle, les sélectionneurs ratissent des pailles avec des hormones. De toute façon, c'est une variété plus petite et qui, par contre, garde ses graines sur les pics, un rachis plus souple, et qui, au niveau agronomique, est un peu plus exigeante. Donc déjà, si vous voulez, il y a 6000 ans, on avait ces deux espèces qui sont frères, en fait, quelque part, qui coexistaient dans le bassin méditerranéen et qui ont migré avec le mouvement des agriculteurs, évidemment, et qui se sont retrouvés cultivés, je vous dis, jusqu'au 19e, 20e siècle à peu près, très massivement dans toute la région d'Europe centrale. Lilian, tu parles de grand épeautre, mais il y a également du petit épeautre. Quelle est la différence entre les deux? Alors, en fait, la différence est importante. Si vous voulez, la généalogie des blés est difficile et compliquée, quoi. Mais le petit épeautre est une des premières céréales qui sont apparues dans le bassin méditerranéen, donc plus de 12 000 ans, quelque chose comme ça. Et vous savez, dans les blés, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs variétés, pas variétés, n'employons pas ce mot, mais disons plusieurs catégories de blés. Des blés qu'on dit diploïdes, qui ont 14 chromosomes, des blés qui sont apparus plus tard, qui sont appelés de tétraploïdes, qui ont 28 chromosomes, et des blés qui sont apparus encore plus tard, et avec domestication humaine, et qui sont les blés hexaploïdes, donc justement le grand épeautre et le froment. Donc, le grand épeautre et froment sont des blés hexaploïdes, relativement récents, dans le sens qu'ils sont apparus il y a 8-9 000 ans à peu près, alors que le petit épeautre, lui, c'est un blé diploïde, donc vous voyez un des tout premiers, et qui est bien plus ancien et qui, par contre, ne contient pas les gluten qui permettent de faire du pain et de faire lever la pâte. Donc, en fait, il y a quand même des grosses différences au niveau généalogie et même morphologie entre ces deux espèces. Petit et grand épeautre sont des espèces très différentes. Céréales qui sont beaucoup plus éloignées, en fait, que le grand épeautre et le blé. D'accord. Dans le livre, tu parles également beaucoup du phénomène d'hybridation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Tout à fait. Tout à fait, j'allais y venir. Je vous ai parlé en gros du grand épeautre jusqu'au 19e, 20e siècle. Il se trouve, vous avez vu que, je peux remettre la photo, ce sont des espèces assez proches, en fait. Et le grand épeautre pousse dans des milieux plus difficiles, si vous voulez, que le froment, mais à un rendement plus limité, en fait. Et d'autre part, c'est un grain qui est vêtu, c'est-à-dire qu'il demande une étape de décortiquage avant de faire la farine. Donc, fin du 19e siècle, 20e siècle, des agronomes, de nombreux agronomes, en fait, allemands, suisses et belges, ont eu l'idée de croiser le froment avec le grand épeautre pour augmenter le rendement, tout simplement, la production en grains. Et donc, on a vu apparaître au début du XXe siècle tout un ensemble de variétés d'épeautres hybridés, qu'on appelle, dont un des parents est le grand épeautre, mais l'autre le froment, le blé tendre. Et évidemment, ces variétés n'avaient pas du tout la même morphologie que les variétés plus anciennes de grand épeautre, qui étaient les mêmes que celles de l'époque de Hildegarde, justement. Donc, suite à ça, il y a eu évidemment une prise de conscience et les gens qui travaillaient sur le grand épeautre dans la tradition hildegardienne, je pense au docteur Herzka et à Strello, son successeur, ont rapidement mis l'accent sur des variétés d'épeautres anciennes qui étaient non hybridées et qui étaient évidemment beaucoup plus proches nutritionnellement et génétiquement de l'épeautre qu'avait pu connaître Hildegarde au XIIe siècle ou XIIIe siècle, puisque, comme je vous dis, les hybridations se sont faites massivement à partir du XIXe, XXe siècle. Donc, il s'ensuit que les variétés d'épeautres hybridées aujourd'hui disponibles sont très éloignées nutritionnellement du grand épeautre, disons, les variétés anciennes qui ont été conservées. Et d'ailleurs, on y reviendra, je pense, plus tard, nos analyses, enfin les analyses que le Moulin des Moines a fait,
ont pu démontrer justement en comparant blé grand épeautre et hybridé et non hybridé que finalement il y avait de réelles distinctions et différences nutritionnelles entre le grand épeautre hybridé et non hybridé, et que à plusieurs égards le grand épeautre hybridé était souvent beaucoup plus proche du blé que du grand épeautre non hybridé, hein. Par exemple, le taux, on verra ça peut-être tout à l'heure, si vous voulez, dans les analyses qu'on a fait, le taux d'acide phytique, par exemple, du grand épeautre hybridé est infiniment supérieur au taux d'acide phytique du grand épeautre non hybridé. Donc voilà, les analyses ont pu montrer, si vous voulez, l'existence de différences vraiment qualitatives. D'accord. Donc en fait, on a d'un côté le petit épeautre qui est tout à fait à part, Oui. et ensuite dans la famille du grand épeautre, si je puis dire, il y a les variétés qui ont été hybridées et les variétés anciennes qui ont réussi à subsister, qui sont donc des variétés dites pures ou non hybridées. Exactement. Alors le livre a été réalisé, a été aussi écrit donc sur la base d'analyses de laboratoire, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été réalisées grâce au soutien de Moulin des Moines. Ces analyses de laboratoire, Lilian, est-ce que tu peux nous dire sur quoi elles portaient et un peu ce que ça a mis en lumière? Alors voilà, tout à fait. Bon, d'abord, si vous voulez, au niveau de la démarche, par rapport au livre en fait et à l'objet du livre, la première question que je me suis posée, c'est de savoir s'il existait des différences nutritionnelles entre le grand épeautre hybridé et non hybridé, hein. Donc d'abord, j'ai fait une recherche bibliographique sur des travaux scientifiques, hein, des thèses, etc. Et donc, dans la littérature scientifique, il était clair que il existait des différences nutritionnelles entre épeautres hybridés, grand épeautre hybridé et non hybridé, hein. C'est la raison pour laquelle on a essayé de convaincre avec réussite le Moulin des Moines de faire ces analyses qui confirment finalement le fait que leur variété Oberkulmer, qui est une des variétés de gardienne ancienne et qui est restée très proche de ceux que sûrement Hildegarde a pu connaître, puisqu'elle n'a pas été hybridée avec le blé tendre, tout simplement, eh bien, en fait, les analyses montrent bien que cette variété Oberkulmer est justement très différente d'une variété hybridée et que donc elle a conservé, si vous voulez, un caractère ancestral au niveau nutritionnel, je pense. Alors, pour en venir à ta question, Pierre, les différences nutritionnelles, elles sont en termes de matière sèche et de minéraux, hein. Il y en a plus dans l'épeautre, dans le grand épeautre non hybridé que dans le grand épeautre hybridé. Il y a également des différences sur la composition des acides gras, des lipides, en fait, qui sont globalement, quantitativement plus présents dans le grand épeautre hybridé, comme dans le blé, que dans le grand épeautre non hybridé. Or, d'après l'ANSES, les apports déjà, pour la population française, sont déjà trop importants en lipides, donc je veux dire, c'est pas très utile d'augmenter les lipides totaux, surtout que les céréales ne sont pas censées être l'origine première des lipides de grande qualité, hein. Il y a également des différences sur des taux de protéines et la qualité des protéines, dont on y reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera des problèmes de santé, des gluten et des éventuelles pathologies liées au gluten, avec des mécanismes très différents. Et là aussi, dans le livre, j'ai fait un chapitre sur les pathologies liées au gluten, en distinguant justement les mécanismes physiopathologiques. Et c'est pas pour faire le pédant, mais en fait, en gros, si vous voulez, vous avez des mécanismes allergiques, des allergies au gluten, vous avez des intolérances au gluten, et vous avez des pathologies auto-immunes comme la maladie cœliaque. Ce sont trois mécanismes médicalement, enfin, physiopathologiquement distincts. Donc, il était important aussi, je pense, de distinguer ces pathologies. Et en fait, la composition en gluten du grand épeautre et du blé, qui sont qualitativement différentes, je vous disais, vont avoir des répercussions, évidemment, sur la tolérance intestinale à ces protéines au moment de la digestion. Un dernier point, différence très importante entre le grand épeautre hybridé et non hybridé, sur le taux d'acide phytique dans les farines et dans les grains.
Alors, sans rentrer trop dans les détails, l'acide phytique est un composé qui est présent dans beaucoup de graines, dans toutes les graines, et qui est ce qu'on appelle un composé antinutritionnel, c'est-à-dire qu'il fixe les minéraux dans l'objectif, si vous voulez, que les minéraux soient libérés au moment de la germination de la graine. Et donc, c'est cet acide phytique qui fixe les minéraux, rend ces minéraux indisponibles et inassimilables au niveau digestif. Et j'ai le chiffre en tête, donc je vous le dis, le grand épeautre hybridé a un taux d'acide phytique 65% plus élevé que le taux de grand épeautre non hybridé. Donc ça, c'est aussi un facteur qui nutritionnellement diminue la qualité nutritionnelle d'un grand épeautre hybridé, puisqu'en fait, si vous voulez, même s'ils contiennent des minéraux, ces minéraux ne sont pas directement assimilables au niveau digestion, et donc vous n'allez pas avoir tous les avantages nutritionnels de ces minéraux. D'accord. Alors du coup, si on revient sur le sujet des gluten, est-ce que finalement le grand épeautre est bénéfique pour les personnes qui vont être sensibles au gluten? Alors la question est délicate, en partie oui, bien sûr, mais je vais préciser quand même un peu. Alors revenir d'abord sur quelques données, si vous regardez, je vais vous mettre ça à l'écran, l'évolution des allergies. Donc ici, il s'agit des allergies, donc un des 3 mécanismes. Mais si vous regardez l'évolution des allergies en France entre 70 et 2010, vous voyez qu'on est passé de 3% de la population allergique, alors toute allergie confondue, à 30%. Et la prévision pour 2050, et c'est, vous voyez, encore beaucoup plus. Alors, donc en partant de ce constat, si on revient au problème des allergies au blé et au gluten, le problème est le suivant. Dans le blé, comme dans le grand épeautre, nous allons avoir des protéines qui permettent à la pâte de lever. Ce sont les gluten, les protéines de gluten. Ces protéines ont des formes différentes. Il y a plusieurs catégories de gluténines, alors des gluténines, des gliadines, etc. Et alors, blé et grand épeautre n'ont pas exactement la même composition. Si vous voulez, pour être clair, l'épeautre non hybridé, comme je viens de vous l'expliquer, sur la valeur nutritionnelle, est mieux toléré que l'épeautre hybridé. Il possède un taux de minéraux supérieur, moins de lipides, des protéines en fait différentes du blé. Et donc, c'est en fait, comme les allergies sont très majoritairement des allergies aux protéines, c'est les protéines sur lesquelles il va falloir se concentrer pour savoir si les problèmes d'intolérance ou d'allergie seront les mêmes ou pas. Alors, ici, vous avez un tableau synthétique qu'on a fait, enfin que Pierre a fait dans le livre à partir de mes données. Bon, c'est très schématique évidemment, mais c'est pour expliquer les 3 conditions différentes qui sont l'allergie au blé ou l'asthme des boulangers. Donc ça, c'est un mécanisme allergique qui dépend de molécules qui s'appellent des gluténines, de poids moléculaire élevé, et qui sont beaucoup plus présentes dans le blé et dans l'épeautre hybridé que dans l'épeautre non hybridé. Donc, pour l'allergie, pour être clair, la réintroduction d'épeautre pur, en s'assurant évidemment qu'il est pur, qu'il n'est pas hybridé, est bien meilleure, bien plus favorable, si vous voulez, que l'épeautre hybridé et le blé qui contiennent beaucoup de ces gluténines et de ces gliadines, en fait, et qui donc vont être moins bien tolérés. Encore une fois, on a mis sous contrôle médical, parce que je pense sincèrement que chez des gens qui justement ont des allergies, c'est quand même un mécanisme d'anaphylaxie. Je pense sincèrement qu'il faut avoir une aide, enfin, je veux dire en tout cas un bon conseil médical ou naturopathique, en fait, de gens expérimentés, parce que en fait, même s'il y en a beaucoup moins dans l'épeautre non hybridé, je veux dire, il ne faut pas non plus être trop idéaliste et penser que l'épeautre non hybridé va régler tous les problèmes. Il y a d'autres allergènes qui interviennent de manière croisée avec les allergènes du blé. Et par exemple, pour vous donner un exemple assez incroyable, il y a au Japon, ils se sont aperçus, il y a des allergies, je dis bien des allergies, donc des mécanismes anaphylactiques, pas anaphylactiques, oui, anaphylactiques, pardon. Donc des allergies qui se sont déclenchées chez des Japonais qui ne consommaient pas du tout de gluten.
Et pour vous faire un court, on s'est aperçu que l'industrie cosmétique fait un usage massif de protéines hydrolysables du blé. Et en fait, c'est des produits cosmétiques qui déclenchent chez ces gens-là des allergies, en fait, alors qu'ils ne consomment pas de gluten. Donc, vous voyez, il faut quand même être prudent et bien comprendre surtout que au-delà du grand épeautre non hybridé, vous pouvez avoir des réactions allergiques croisées avec d'autres composés, dont je pense sincèrement qu'il est souhaitable d'être accompagné et conseillé. La maladie cœliaque, elle, c'est une maladie qui a un mécanisme auto-immun, donc sans trop rentrer dans le détail, au niveau digestif, la présence de molécules qui s'appellent les gliadines, qui sont des protéines, va déclencher une réaction auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire de votre système digestif va produire des anticorps, des auto-anticorps, donc des anticorps qui attaquent vos propres intestins. Et ces molécules-là sont présentes dans les trois, le blé, l'épeautre hybridé et l'épeautre non hybridé. Donc sur la maladie cœliaque, il faut être très prudent parce qu'il y a aussi ces molécules potentiellement dans l'épeautre non hybridé. C'est le seul domaine, je dirais, où l'épeautre non hybridé n'est pas vraiment plus favorable que les deux autres. Et puis pour ce qui est le troisième type de mécanisme pathologique, dont ça intéressera les naturopathes sûrement et les médecins, j'ai essayé de clarifier, c'est pour ça que j'ai fait ce chapitre sur l'aspect santé. Le troisième mécanisme qui existe, qui est un mécanisme ni allergique, ni auto-immun, et qui est ce qu'on appelle la sensibilité non cœliaque au gluten, eh bien, là, de nouveau, les molécules qui causent cette sensibilité non cœliaque au gluten, qui sont des inhibiteurs de l'amylase trypsine, sont beaucoup plus présents dans le blé et dans l'épeautre hybridé que dans l'épeautre non hybridé. Hein. Donc, ce tableau, si vous voulez, a essayé de résumer de manière évidemment simple, mais pas simpliste si possible, la situation, si vous voulez, sur la base, quelles sont les protéines qui sont présentes dans ces trois céréales, hein, et est-ce que les protéines présentes sont les protéines qui sont les facteurs déclenchants des phénomènes d'allergie, de maladie, de auto-immune, de maladie cœliaque ou de sensibilité non cœliaque au gluten. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair. La situation, c'est ça. D'accord. Donc sur le plan des allergies et de la sensibilité non cœliaque au gluten, il est possible de réintroduire les céréales via l'épeautre non hybridée petit à petit, j'imagine, et puis bien évidemment en restant sous contrôle d'un professionnel, avec conseil, d'un naturopathe. Bien sûr, Pierre, si possible avec conseil, mais par exemple dans le cas de l'allergie, c'est vraiment très clair. La gliadine, oméga 5 gliadine qui déclenche l'allergie au blé, à l'effort, ce qu'on appelle l'allergie à l'effort, c'est des gens qui consomment du blé, s'ils ne font pas d'effort physique, ils ne déclenchent pas d'allergie. Mais par contre, s'ils font un effort physique dans les heures qui suivent la consommation de blé, ils font un véritable choc anaphylactique. C'est pas une allergie de type retardé de 3. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu l'immunologie, c'est un choc anaphylactique, donc potentiellement diagnostic vital. Hein. Eh bien, cette oméga 5 gliadine qui est présente dans le blé n'est pas dans le grand épeautre. Et si vous me permettez, ce genre de résultat est logique parce que l'épeautre hybridé, je vous dis qu'un des parents est le blé, l'autre parent est l'épeautre non hybridé. Donc, dans l'épeautre non hybridé, vous n'avez pas de oméga 5 gliadine. Dans le blé, vous avez de l'oméga 5 gliadine. Donc, c'est logique que si vous faites un hybride des deux, vous allez quand même en avoir, puisque le blé apporte sa contribution génétique, si vous voulez, et la présence donc d'oméga 5 gliadine. Vous comprenez ce que je dis? J'espère que je suis clair. Donc, dans ce cas-là, c'est parfaitement évident que l'épeautre non hybridé est bien préférable. Et la situation pour la sensibilité non cœliaque est du même ordre. Les composés, les inhibiteurs de l'amylase trypsine, en fait, qui sont présents dans le blé, ne sont pas présents ou beaucoup moins dans le grand épeautre non hybridé. Et évidemment, quand vous croisez les deux parents, eh bien, vous faites monter le taux chez l'épeautre hybridé. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez bénéficier, parce que c'est ça le résultat de ces analyses, si vous voulez. Si vous voulez bénéficier de bénéfices de santé dont pouvait parler Hildegarde, il est évident que d'abord, il faut être le plus proche possible des variétés de Hildegarde telles qu'elles étaient. Je vous rappelle que l'hybridation entre blé et épeautre
c'est fin du 19e, 20e siècle. Donc, grâce à des conservateurs comme le Moulin des Moines, et c'est un travail au-delà, le réseau Semences Paysannes, tous les gens qui conservent le grain de nouet, etc., qui conservent les céréales anciennes, c'est un travail, donc, je dirais, de bénédictin, et qui est possible parce que dans des vallées suisses, en fait, où l'épeautre n'était pas cultivé à côté du blé, ne pouvait pas se croiser. Donc, il y a eu quelques endroits, si vous voulez, comme ça, très privilégiés, des vallées isolées de la Suisse, en fait, qui ont servi de véritables conservatoires de la pureté génétique de l'épeautre non hybridée. Et c'est la raison pour laquelle les docteurs Erska et Strello ont pu retrouver des variétés d'épeautres qui, en fait, sont beaucoup plus proches nutritionnellement et génétiquement des variétés qu'a pu connaître Hildegarde. Et donc, sur l'allergie et la sensibilité au gluten non cœliaque, vous voyez qu'il est fondamental de s'assurer que c'est un épeautre non hybridé et pas hybridé, parce que vous allez avoir les mêmes problèmes qu'avec le blé avec les épeautres hybridés. C'est la raison pour laquelle il est important, d'une part, qu'il y ait des semenciers comme Moulin des Moines qui ont fait un travail de préservation des variétés anciennes, et d'autre part, il me paraît au jour d'aujourd'hui, avec toute la puissance du marketing, il me paraît fondamental de faire une charte de certification, comme l'Institut a pu le faire, qui garantit justement qu'on consomme un épeautre non hybridé et pas un épeautre hybridé, parce que j'espère que mon discours est clair, il me semble. Mais vous voyez bien que dans certains cas, comme le cas des allergies ou le cas des sensibilités non cœliaques, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats avec de l'épeautre hybridé et de l'épeautre non hybridé. D'accord, alors tu as parlé pas mal de génétique là. Est-ce que tu peux très rapidement, on ne va pas trop rentrer dans le détail non plus, mais nous parler un petit peu de vigueur hybride et nous donner un ou deux exemples? Alors, ça, c'est, si vous voulez, c'est une propriété très classique. Ça fait partie, si vous voulez, des bases de la biologie des semenciers, enfin, voilà, des gens, des sélectionneurs, etc. Hybris, en grec, ça veut dire vigueur. Donc, à partir du 19e siècle, il y a eu énormément de travail de sélection en Europe. Vous savez que Darwin, d'ailleurs, était un passionné de la sélection des orchidées. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à faire des croisements. Au 19e siècle, énormément de scientifiques ont fait ça, les agronomes, évidemment. Et ils ont observé que quand on croisait deux parents, un parent qui était très fort pour un caractère, disons, qui était très grand, et un autre parent qui n'était pas grand, mais par contre qui faisait des fruits magnifiques, eh bien, ils se sont aperçus que quand on croisait deux parents avec des caractères comme ça différents, eh bien, on obtenait dans l'hybride, parfois, à la première génération, ce qu'on appelle l'hétérosis ou la vigueur hybride, qui était, si vous voulez, l'hybride bénéficie des avantages des deux parents. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué qu'on obtenait une plante qui était grande, dans l'exemple que je vous prenais, et qui en même temps avait de beaux fruits. Alors évidemment, vous imaginez bien que les agronomes ont utilisé cette vigueur hybride à tour de bras, et évidemment, ils ont essayé systématiquement de croiser des parents avec des caractères balancés pour essayer d'obtenir un hybride optimal. Par exemple, je vous prends un exemple qui est évident, et qui n'ont jamais réussi à faire, parce que la nature a ses limites quand même. Par exemple, le rêve suprême, si vous voulez, d'un sélectionneur, d'un agronome sélectionneur végétal, ce serait d'avoir une plante à la fois très productive, très grosse, qui pousse très vite, etc., et qui en même temps se défend très bien contre les insectes, etc. Hélas, il y a quand même des limites dans le monde réel. Donc, la vigueur hybride existe parfois, elle n'existe pas systématiquement, et je ne rentrerai pas dans les détails, Pierre, mais par exemple, sur tous les caractères nutritionnels qu'on a analysés. Dans certains cas, il n'y a pas de vigueur hybride. En clair, ça veut dire le blé en a plus, l'épeautre hybridé un peu moins et l'épeautre non hybridé encore un peu moins. Donc là, si vous voulez, vous avez une image qui est un peu logique, tout descend. Mais par exemple, par rapport à l'acide phytique, ce que je vous disais, là, on a un énorme effet d'hétérosis, de vigueur hybride. C'est-à-dire, pour le dire simplement, le blé a quelques pourcents d'acide phytique de plus que le grand épeautre non hybridé, donc c'est moins bien, mais enfin, il y en a, je ne sais pas, disons 10-15% de plus. Et par contre, dans l'hybride, puisque là, il y a une vigueur hybride, eh bien, sur ce facteur-là, sur le taux d'acide phytique, l'épeautre hybridé, je vous disais tout à l'heure, a 65% d'acide phytique de plus
que l'épeautre non hybridée. Donc, c'est vraiment le cas où je vous disais, dans ce cas-là, il vaut mieux manger du blé que de l'épeautre hybridée. C'est pour ça que un régime de certification est fondamental. Parce que vous voyez bien que sur ce facteur-là, quand vous avez, en gros, quand vous avez une vigueur hybride, ça veut dire que l'épeautre hybridée a encore plus les désavantages du blé. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le blé lui-même. Que le blé lui-même. Donc, c'est pas la peine de changer à ce moment-là. Vous comprenez? Donc, si vous changez du blé pour passer à de l'épeautre, soyez sûr de passer à du vrai épeautre non hybridé. Parce que sur certains cas, comme l'acide phytique, ça peut vous jouer des drôles de surprises. D'accord. Alors, tu es passionné de panification. Du coup, quel pont tu peux faire entre la boulange et le sujet qui nous intéresse ce soir? Alors, ça, c'est important. J'ai voulu en parler un peu dans le livre. Alors, évidemment, on consomme plein de produits d'épeautre qui ne sont pas fermentés, qui ne subissent pas une panification. Donc, déjà, les différences nutritionnelles seront tout à fait importantes et intéressantes, évidemment. En clair, vous avez des différences de farine qui font que, voilà, par exemple, l'épeautre non hybridée est mieux tolérée pour les allergiques ou pour les gens qui ont une sensibilité au gluten. Mais un autre facteur va jouer dès qu'il s'agit d'une fermentation, en fait, c'est quel est l'agent fermentaire, si vous voulez. Faire du pain avec un vrai levain, c'est franchement quelque chose qui est alchimique. Donc, là aussi, c'est pareil, c'est à partir de 1500, à peu près 1600, qu'on s'est mis à utiliser la levure de bière. C'est l'industrie de la bière qui avait besoin de refourguer ses excès de Saccharomyces cerevisiae. Et ils ont convaincu des boulangers, là aussi ça se passait en Belgique, le nord de la France, Picardie, Belgique, etc. Ils ont convaincu des boulangers de se mettre à faire du pain avec la levure. Et alors, si vous me permettez une petite parenthèse rigolote, l'Académie de médecine en 1600 était horrifiée. Ils voulaient interdire carrément le pain à la levure, ils étaient persuadés que ça allait être mortel, que ça allait être terrible. Et puis, de fait, la levure s'est imposée. La fermentation à la levure est quand même beaucoup plus facile à mener pour faire court qu'une fermentation au levain. Et évidemment, la levure s'est généralisée. Et au tournant du XXe siècle, la majorité des boulangers se sont mis à faire du pain avec la levure qui travaille plus vite, si vous voulez, que le levain, la gestion est plus facile, etc. Juste pour ceux qui ne sont pas du tout connaisseurs, hein, et bien sûr, on en a le droit, un levain, c'est un mélange de farine d'eau que vous mettez avec les propres germes de la farine. Et en fait, au niveau microbien, vous avez des levures et des bactéries lactiques. Alors que dans la levure, vous n'avez qu'une souche de levure. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Le Saccharomyces de l'industrie de la bière. C'est le Saccharomyces de la levure de bière, ce sont des clones. Je veux dire, vous n'avez pas de diversité génétique. Alors que dans un levain, dans votre farine que vous allez faire préparer un levain, en nourrissant le levain, en faisant des rafraîchis, etc., pour que votre levain pousse petit à petit en le nourrissant avec de la farine et de l'eau, eh bien, vos levures et vos bactéries lactiques qui sont dans la farine vont se mettre à se développer, vont se multiplier. Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs souches de levure et plusieurs souches de bactéries lactiques. Donc, c'est toujours pareil. On a une diversité, si vous voulez, de micro-organismes qui fait que la digestion des différentes matières et donc la mise à disposition, la transformation que produit un levain par rapport à une levure est beaucoup plus complète, beaucoup plus globale et très favorable à la santé. Pour vous prendre des exemples, par exemple, une fermentation au levain de 6 heures dégrade totalement 100% d'acide phytique, ce composé qui retient les minéraux dont je vous parlais. Alors que la levure, elle en détruit à peu près même pas 40-50%. Hein. Autre point aussi, bon, évidemment, en général, quand on consomme des farines bio et qui ne sont pas attaquées par des mycotoxines. Mais un levain, pour vous dire la puissance d'un levain, un levain dégrade sur des fermentations longues de plus de 8 heures 100% des mycotoxines qui sont dans une farine. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on consomme un produit fermenté, aux avantages nutritionnels de la farine, des différences qualitatives entre les farines, le grand épeautre non hybridé ayant déjà des avantages nutritionnels sur les composants de sa farine. Si en plus vous utilisez un agent fermentaire comme les levains, qui sont beaucoup plus efficaces pour
rendre biodisponibles les différents éléments. Le réseau glutinique, pareil, si vous permettez, le réseau glutinique, normalement, et Dieu sait qu'on a des problèmes d'intolérance au gluten, une fermentation suffisamment longue avec un levain dégrade le réseau glutinique. Donc, vous voyez, j'espère là aussi être clair, aux avantages d'ordre nutritionnel, d'ordre de composition, si vous consommez des produits lactofermentés, enfin, fait avec un levain, donc vous allez avoir à la fois des levures et, en fait, c'est une lactofermentation, un pain au levain, vous allez avoir un double intérêt, vous comprenez, parce que l'agent fermentaire lui-même optimise encore l'assimilation des différents composants que vous avez dans la farine. J'espère être clair là aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, merci. Alors en conclusion, qu'est-ce que tu dirais, est-ce que tu dirais que les analyses scientifiques qui ont été réalisées pour cet ouvrage, donc je précise au passage, je crois qu'on l'a pas dit, que les analyses ont été réalisées par un laboratoire indépendant. Oui. Elles n'ont pas été réalisées directement, elles ont été commandées par Moulin des Moines, mais réalisées par un laboratoire indépendant et qui n'avait pas d'instruction autre que de faire des analyses comparatives et qui ne savaient d'ailleurs pas pourquoi on les voulait. Donc en conclusion, est-ce que tu dirais que les analyses comparatives qui ont été réalisées vont dans le sens des enseignements d'Hildegarde? Complètement. C'est vraiment impressionnant et là aussi je suis d'une totale sincérité, si vous voulez. C'est mon côté scientifique. Hildegarde disait au XIIIe siècle, le grand épeautre a les avantages du blé et de l'avoine. Elle disait, il est aussi aussi riche en minéraux que l'avoine, et on peut en faire du pain comme le blé, alors qu'avec l'avoine, vous ne faites pas du pain. Sauf des magiciens que je connais, je pense à Jean Forêt, s'il nous écoute. Enfin voilà, en général, on ne fait pas du pain avec de l'avoine. Et le fait est que, donc, c'était sa position. Évidemment, vous vous doutez bien, elle n'avait pas de moyen d'analyser, de connaître la composition minérale ou autre des farines, etc. Je pense que c'était une forme d'intuition, si vous voulez. Donc, ces analyses ont été une manière, si vous voulez, en toute objectivité, si vous voulez, de contrôler si les affirmations d'Hildegarde étaient soutenues ou pas. En l'occurrence, on aurait pu trouver, par exemple, qu'il y avait moins de minéraux dans le grand épeautre, auquel cas, ça aurait plutôt, je dirais, discrédité ses intuitions. Bon, là, en l'occurrence, dans ce qu'elle a dit, ces intuitions sont franchement, bon, ceux qui liront le livre pourront le voir, sont franchement confirmées. Il y a une meilleure, vous le voyez sur ce tableau, hein, il y a une meilleure tolérance, si vous voulez, aux protéines du grand épeautre que du blé. Et rappelons que ces protéines jouent un rôle majeur non seulement dans les processus allergiques, mais aussi les processus auto-immuns, souvent les anticorps, et c'est des protéines. Et ils réagissent à des protéines, des antigènes qui sont des protéines. Donc là, on rentre dans tout le complexe très nombreux, si vous voulez, les gens qui ont des pathologies de l'intestin. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à distinguer les mécanismes, parce que je veux dire, quelque part, là où c'est difficile, et les médecins doivent faire un diagnostic, c'est pour ça que j'ai essayé d'éclairer cet aspect. Si vous voulez, si je le dis de manière très simple, tout ça, ces trois pathologies qui ont des mécanismes différents, et bien quelque part, ça va quand même aboutir à de la porosité intestinale. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, à des problèmes voilà, d'assimilation, de manque de minéraux, etc. Donc, c'est pourquoi il faut quand même avoir un diagnostic précis pour savoir à quelle pathologie. Bon, vous verrez là aussi, j'ai mis dans le livre, il y a des éléments, si vous voulez, de survenue des symptômes qui permettent déjà de savoir quand même quelque part où vous êtes. L'allergie, c'est une réaction immédiate dans les heures qui suivent. La maladie cœliaque, c'est un peu plus. Et la sensibilité non cœliaque, ça peut survenir au bout de mois, d'années. Vous voyez, les sensibilités non cœliaques au gluten, c'est tous les gens qui ont consommé du blé pendant 30 ans et qui d'un coup s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes de constipation, de diarrhée, de porosité intestinale, etc. C'est des gens qui n'étaient pas cœliaques. Quelqu'un qui a une maladie cœliaque, c'est une réaction, je vous dis, auto-immune, vous attaquez vos intestins. Quelqu'un qui a une maladie cœliaque, s'il a la naissance, il s'en aperçoit rapidement parce que le bébé est très malade et le médecin dit aux parents, eh bien, cet enfant ne devra plus consommer de gluten pendant le restant de sa vie.
Et donc, en général, les cœliaques, ils le savent. Et vous voyez bien qu'il y a une différence de survenue des symptômes. Mais enfin, il faut quand même être prudent. Et donc, oui, pour revenir à ta question, eh bien, c'est quand même assez impressionnant de voir. Bon, ça m'étonne pas non plus, si vous voulez, parce que ma vision personnelle vous voyez, c'est pareil en pharmacologie. En fait, je veux dire, il y a plein de peuples primitifs qui ont des connaissances sur des poisons de flèches, des trucs comme ça, que les pharmacologues, vous savez, la découverte des curares par les pharmacologues, ils ont passé la moitié du 19e siècle à comprendre comment on pouvait, avec un laboratoire de chimie, produire des curares. Parce qu'il faut des phases de chauffage, mais en milieu anaérobie, il faut des phases d'oxydation après. Enfin, c'est très complexe. Et alors déjà, eux, avec les laboratoires, ils ont mis 50 ans à synthétiser les trucs. Et après, quand ils sont allés voir comment les Indiens en Amazonie faisaient ça, avec tout simplement des calebasses, des calebasses des rivières de l'eau et des mortiers pour piler la pâte de plantes, de strucnos, vous voyez bien que ces peuples-là avaient une forme d'intuition aussi, quelque part sûrement, de connaissances qui sont confirmées par la science. Donc, voilà, je dis pas ça pour frimer, ça m'étonne pas, si vous voulez. Mais le jeu du livre, c'était de vérifier, si vous voulez. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris pour, bon, mais sans manque de respect pour Hildegarde, elle aurait pu se tromper. Enfin, voilà, je veux dire, on réexamine avec une vision qui, évidemment, n'a rien à voir avec celle d'Hildegarde. Parce que, évidemment, je pense que elle avait tout à fait raison sur la composition. Je pense que c'était une forme d'intuition. Pour ceux qui sont mystiques, elle parlait peut-être à Dieu, mais si vous voulez, il est évident qu'elle n'avait pas de spectroscope pour faire des analyses. Enfin, je veux dire, donc, je ne sais pas comment elle avait accès à ces informations-là, mais en tout cas, par rapport à ta question, globalement, c'est tout à fait confirmé. Et puis, c'est confirmé, si vous permettez, puisque Mélodie le disait, et moi aussi, je le remercie. Hein, beaucoup de gens ont accepté de faire des témoignages. Je dirais aussi, si vous me permettez, que c'est confirmé par leurs témoignages. Quand vous prenez du grand épeautre et que la glycémie baisse chez des gens qui sont diabétiques et insulinodépendants, enfin voilà, je veux dire, c'est toujours pareil. Vous savez, la science moderne, des fois, croit tout comprendre. On comprend tous si on ne va pas trop vite à la conclusion. Vous voyez, juste nous, on a vérifié, si vous voulez, 700 ou 900 ans après, avec les méthodes modernes d'analyse, de compréhension, si vous voulez, de la composition des céréales et des conséquences sur la santé. On a réexaminé, si vous voulez, un peu les affirmations de Hildegarde. Et globalement, c'est tout à fait cohérent par rapport aux résultats que l'on trouve avec nos méthodes d'aujourd'hui. Et encore une fois, donc, pour l'aspect réintroduction, c'est, je pense, tout à fait possible, mais encore une fois, je pense qu'il faut être bien conseillé et penser qu'il peut y avoir des allergies croisées avec d'autres allergènes de l'alimentation, etc. Donc, quand on fait une réforme, il faut vraiment faire une réforme. Je pense qu'il faut vraiment être très lucide sur ce qu'il faut éviter. Encore une fois, là où quelqu'un pourra vous aider, si vous n'êtes pas vous-même expert, c'est comment résoudre un problème de porosité intestinale, etc. Vous n'allez pas, sans régler le problème de la porosité intestinale, régler des problèmes de pathologie uniquement parce que vous passez au grand épeautre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce serait un peu naïf de voir. Par contre, consommer des aliments moins agressifs et en même temps accompagner ça par les mesures hygiéno-diététiques qui s'imposent, etc., etc. Encore une fois, sous contrôle médical, ça vaut la peine d'être testé. Ils ne communiquent pas trop sur ça, mais je connais les variétés de blé anciennes, vous savez, c'est pareil. Hein. On parle des gluten du blé, il faut comprendre qu'il y a blé et blé. Hein. Les blés anciens, ils ont des protéines beaucoup moins allergisantes que les blés modernes. Il y a eu une sélection au XXe siècle pour des blés très raccourcis qui résistaient tout simplement à la machinisation de la boulange. Et donc, on a sélectionné des glutens de plus en plus gros. Et pour le dire simplement, on a fait des blés de plus en plus indigestes. Mais ça, c'est des blés industriels. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas pour agresser personne, mais c'est les blés industriels et c'est indiscutable. Et à côté de ça, vous avez des paysans boulangers qui ont conservé des variétés anciennes de blé, les blés de Redon, par exemple, etc. Et les blés rouges de Bordeaux. Enfin voilà, vous avez plein de variétés comme ça qui sont cultivées. Et ce qu'on peut constater, comme Erskal a constaté pour l'épeautre, c'est que là aussi, quand même des intolérants ou des
ou des allergiques au gluten du blé, si vous consommez des blés, des variétés anciennes, en général, les gluten sont plus petits, sont mieux tolérés, et en général, ça se passe mieux. Donc, encore une fois, il vaut mieux le faire avec un bon conseil et un protocole global, pas juste remplacer une céréale par une autre. Mais voilà, je veux dire, si vous voulez, et c'est vraiment ma position, mais là, je suis affirmatif sans aucune agressivité, la sélection sur 100 ans sur les céréales a été faite sur des critères de productivité et des critères agronomiques. Il faut que ça passe dans des machines et que la pâte ne soit pas déchirée. Mais je veux dire, les critères de sélection n'ont pas été la qualité, parce qu'à ce moment-là, il aurait mieux valu ne pas faire le travail qu'on a fait de sélection. Si on parle de qualité, de taille des gluten, d'assimilation des gluten, etc., eh bien, toute la sélection sur des tailles de gluten de plus en plus gros et ne plus utiliser des levains, utiliser des levures, ça a des conséquences sur le fait que les réseaux gluténiques sont de plus en plus tenaces, de plus en plus résistants. Ça a évidemment des conséquences sur les problèmes de porosité intestinale et de digestibilité des protéines, avec des mécanismes soit allergiques, soit auto-immuns. Mais en clair, on a changé, on a énormément augmenté la taille des protéines. Et en fait, eh bien évidemment, ces apprentis sorciers, je dirais, n'ont même pas réfléchi que ça pouvait avoir des conséquences tout simplement digestives. Et je voudrais juste quand même, parce que si vous permettez, je voudrais juste rendre hommage quand même à quelqu'un qui a été un de mes maîtres, enfin, que j'ai eu en fac, et dont la majorité ont dû entendre parler. Le docteur Seignalé disait ça en 90, hein, qu'en fait, à force de sélectionner des gluten avec des rythmes d'évolution des gluten, des tailles de plus en plus grosses sur des périodes très courtes. Une sélection, quand l'homme sélectionne, vous changez fondamentalement la qualité des protéines en 1 ou 2 ans. Quand c'est la sélection naturelle qui le fait, ça prend des centaines de générations. Donc, on a énormément accéléré le changement de la qualité des aliments, et ce que dénonçait Seignalé, c'est que nos enzymes digestives, elles, par contre, elles suivent la sélection naturelle. Elles ne peuvent pas, en un an comme ça, tout d'un coup, se mettre à être 10 fois plus balèzes pour digérer des trucs qu'elles ne savaient pas digérer avant. Hein. Donc, vous voyez, il y a une forme de maladaptation entre les aliments et nos systèmes digestifs qui sont, je crois, une accusation pour l'agriculture industrielle. Je veux dire, je crois que sur cet aspect-là, c'est pas être méchant, c'est pas leur faire un procès. Je veux dire, je ne vois pas comment on pourrait soutenir l'inverse. D'accord. Merci Lilian. Alors on va passer aux questions. Alors je voulais simplement dire une chose, qu'il y a plusieurs personnes qui demandent si certains sujets sont développés, sont plus développés dans le livre. Alors bien évidemment que oui. On ne peut pas couvrir l'intégralité du sujet dans le cadre de ce webinaire, donc les sujets sont bien évidemment beaucoup plus creusés dans le livre. Alors, d'ailleurs, je vous ai mis le lien vers le livre dans le chat, et également le lien d'inscription à la newsletter si vous voulez vous y inscrire. Alors, on va passer aux questions que vous vous posez, que vous nous avez posées. Celle qui revient le plus souvent, c'est finalement comment choisir comment choisir l'épeautre. Quand on arrive dans un magasin, si c'est pas précisé sur les paquets, comment on fait? Il est précisé sur le paquet que l'épeautre est non hybridée, est-ce que ça peut être vérifié? Voilà, comment est-ce qu'on peut choisir, comment est-ce qu'on peut être sûr de consommer le bon épeautre? Alors, franchement, je parle en toute sincérité. Il faut un système de certification. L'Institut en a fait un, il y en a peut-être d'autres, mais il en faut vraiment un. Pour vous faire court, quand j'ai compulsé les tonnes de documents qu'on m'a fournis des boulangers, Marc de Valk en Belgique, Jean Forêt, etc., etc., pour vous faire court, les analyses de farine de grand épeautre, vous avez que 10% des analyses de farine de grand épeautre qui sont du grand épeautre. Vous avez 10% de farine qui sont vendues comme du grand épeautre qui en contiennent même pas 1%. Alors, vous pouvez me trouver extrémiste, mais la farine de grand épeautre est 2 fois plus chère que la farine de blé. Donc, quand on dit ça dans un monde capitaliste, je crois qu'on peut s'attendre à des grosses arnaques quand même.
J'assume ce que je dis. En tout cas, les chiffres, je les tiens à disposition. C'est pas moi qui les invente. Donc, dans ce qui se vend aujourd'hui, c'est des chiffres de Belgique, je crois, mais je pense que ça ne changerait rien en France. Hein. Vous avez des beaux paquets avec farine de grand épeautre, Oberkulmer non hybridé, avec un joli dessin peut-être de Hildegard ou je ne sais pas quoi. Et quand vous analysez, vous trouvez du blé dedans. Je vous dis, il y a 10% des farines vendues qui n'en contiennent même pas 1%. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont fiables et qui permettent de s'assurer que le grand épeautre va bien faire partie des variétés qui sont bénéfiques? Quand on établit un cahier de certification, il est évident qu'on s'engage, je suppose, par rapport à certains services de l'État, etc. En tout cas, on fixe très clairement des critères qui doivent être retrouvés, etc. Et par définition, un système de certification sert à certifier. Donc, ça veut bien dire qu'on a établi une liste de critères sur lesquels on va pouvoir déterminer si on correspond à la norme cherchée ou si on n'y correspond pas. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans les systèmes de certification ou autres, mais je veux dire, il est évident qu'il faut des systèmes de certification. Pour garantir un épeautre non hybridé, c'est le même problème que les OGM. Par exemple, il faut qu'il y ait 2 systèmes de récupération et de tri. Une ferme dans laquelle vous avez du bio et du pas bio, il faut que jamais du non bio passe sur la chaîne de triage, etc., du bio. Bon, voilà, ça demande une organisation, ça demande encore une fois un cahier des chartes, des normes qui doivent être respectées. Et bon, voilà, visiblement, s'il y a 90% des farines d'épeautre qui sont vendues en Europe, je vous dis, c'est en Europe, c'est pas en Afrique, qui correspondent pas du tout à de l'épeautre, bon, on est bien d'accord, hein, je veux dire, il n'y a pas que sous la guerre que les commerçants trichent. Hein. Moi, j'attendais d'avoir les résultats pour être affirmatif. Hein, vous pouvez en témoigner. Bon. Donc, à partir de là, moi, quand je vois ces résultats-là, moi, je dis, et je le dis clairement, je ne sais pas s'il y a des gens de Moulin des Moines ici, d'abord, merci pour avoir fait les analyses, et ils ont eu le courage de les faire, et bien, vous voyez, ils sont récompensés. Et ils sont vraiment récompensés parce qu'eux, ils ont un vrai Oberkulmer. Et le seul fait qu'ils soient si différents des épeautres hybridés montre à quel point, justement, on est sur quelque chose qui n'a pas été hybridé. Hein. Donc voilà, je veux dire, à un moment, la science, ça sert à ça aussi, ça sert à trier, si vous voulez. La science, c'est pas, la science vous dit pas ce qui, la science c'est une démarche, si vous voulez, qui ne prétend pas avoir une connaissance absolue des choses, mais qui, par contre, est capable de distinguer entre des choses qui sont différentes. D'accord. Merci. Alors, on a plusieurs personnes qui nous demandent, qui nous disent qu'elles n'ont pas forcément compris la différence entre petit et grand épeautre. Et alors, finalement, je pourrais résumer les choses de la manière suivante. Est-ce que le petit épeautre peut être utilisé pour appliquer les conseils Hildegard? Mais si vous voulez, le fond du problème, le petit épeautre n'est pas la variété dont parle Hildegard, si vous me permettez. Moi, je suis scientifique. Je ne parle pas allemand. Hein, bon. Mélodie et Karine qui ont traduit. Dinkel, hein, vous voyez, je ne parle pas allemand. Dinkel, c'est le grand épeautre. Einkorn, c'est le petit épeautre. Je vous ai dit tout à l'heure, le petit épeautre est la première céréale qui est apparue. Et elle est apparue spontanément, il y a 14 000 ans à peu près dans le bassin fertile. Et vous savez le nom en latin? Triticum monococcum. Monococcum, un seul grain. Je ne parle pas allemand, mais Einkorn, ça veut dire un seul grain. On est bien d'accord. Donc, c'est une céréale qui n'a rien à voir. D'accord? Et encore une fois, le petit épeautre est bien supporté, probablement parce qu'il n'y a pas des gros gluten. Ce n'est pas justement une des variétés hexaploïdes qui produit des gluten comme le blé, hein, ou le grand épeautre d'ailleurs. Mais je trouve quand même fondamentalement malhonnête de sous-entendre que Hildegard parlait du petit épeautre alors qu'elle parlait du grand épeautre. Moi, je veux dire, soyons clairs, les gens qui ont envie de vendre leur petit épeautre, qui trouvent des arguments nutritionnels et qualitatifs sur le petit épeautre, sans essayer d'embrouiller les gens, parce que je le ressens comme ça, si vous voulez mon sentiment, en prétendant que c'est du petit épeautre. On peut se tromper sans le savoir, mais quand on sait et qu'on continue à établir une confusion entre Hildegard et le... Moi, à ma connaissance, Hildegard n'a jamais parlé du petit épeautre. Je vous signale, c'est quand même à mourir de rire, l'incompétence de ces gens-là. Le petit épeautre, c'est une variété méditerranéenne.
elle apparaît dans le croissant fertile. Hein. Et comme je vous le dis, le grand épeautre, si vous vous souvenez, je vous ai dit, est tolérant à des climats très froids et des terres peu riches. Ok ? Il y a des caractéristiques agronomiques, encore une fois, c'est pas n'importe quoi la biologie. Ok ? Une espèce de désert, c'est pas tout à fait le même mode de croissance qu'une espèce qui pousse au nord de l'Allemagne, à mon avis. Hein ? Et on connaît la généalogie, elle y est dans le livre, etc. Donc, il n'y a aucun rapport entre petit et grand épeautre. Alors après, si on me demande est-ce que le petit épeautre va être mieux toléré que du blé moderne qui a des gros gluten, la réponse est oui. Bien sûr que oui. Je vous l'ai dit, tout ce qu'on a fait depuis 100 ans, c'est sélectionner les variétés industrielles. En tout cas, c'est forcément moins bien toléré qu'un petit épeautre variété ancienne, que des blés, je vous disais, variété ancienne, ou que du grand épeautre, d'accord ? Mais encore une fois, l'objet du livre, moi, ce sur quoi je me suis centré, puisqu'on m'a garanti, je ne parle pas allemand encore une fois, que le grand épeautre de Hildegarde, c'était Winkel, c'était le grand épeautre, et bien voilà, à partir de là, je me focalise sur les grands épeautres qui existent. Et je fais exprès de dire les grands épeautres parce que la question, c'est il y a des 4 ou 5 variétés, 4 variétés en fait hildegardiennes qui sont reconnues par Erska, Strello, etc. Et vous avez, je crois qu'au catalogue européen maintenant, avec toutes les hybridations qu'ils ont fait depuis le début du XXe siècle, vous avez 71 variétés de grands épeautres, je crois, au catalogue européen. D'accord. Donc voilà, ne mélangeons pas tout. Ah, voilà. Après, le petit épeautre, c'est une très bonne céréale. S'il y a des gens qui aiment le pain au petit épeautre, il n'y a pas de souci. Mais qui ne viennent pas dire que c'est de ça dont parle Hildegarde. D'accord, donc on va revenir sur le grand épeautre non hybridé, du coup, sur vraiment le cœur du sujet des enseignements d'Hildegarde. On a quelqu'un qui nous demande si on veut passer au grand épeautre non hybridé, est-ce qu'il faut le faire progressivement ou est-ce qu'on peut y passer du jour au lendemain ? Mais si vous voulez, c'est difficile de répondre comme ça. Si vous n'avez pas de problème digestif, etc., vous pouvez passer du jour au lendemain. Vous comprenez, je veux dire, on ne peut pas faire une réponse globale pour des situations pathologiques qui peuvent être très extrêmes. Moi, si je veux, j'ai pas précisément de problème avec les variétés de blé, etc., etc. Si je décide du jour au lendemain de basculer sur du grand épeautre, ça me pose aucun problème, c'est évident. Ce serait pas la même situation si j'étais un malade cœliaque, si j'avais une allergie, etc. Donc, je peux pas vous faire des réponses, si vous voulez, générales comme ça, qui seraient nécessairement trompeuses et imprécises. Mais globalement, oui, évidemment qu'on peut changer au grand épeautre, puisque vous voyez déjà qualitativement au niveau de la composition, il a déjà des avantages nutritionnels et moins de problèmes, si vous voulez, d'allergie et de réaction auto-immune par rapport aux protéines, par rapport à la composition protéique. Donc, à partir de là, il me semble que des gens qui ont des gros problèmes intestinaux, parce que c'est tout le temps ça, porosité intestinale, enfin, etc. Bon, vous voyez, il y a tout un spectre de pathologies. Vous savez, là maintenant, dernièrement, il y a des travaux qui montrent que dans le Parkinson, la flore intestinale est impliquée. Vous imaginez ? On découvre des choses. Je veux dire, on ne peut pas faire des réponses trop générales non plus, parce que je veux dire, Parkinson, jusqu'à il y a 2-3 ans, c'était une maladie neurodégénérative qui était liée à la destruction des neurones par un stress oxydatif dans le cerveau, point. Personne ne pensait que les vedettes de l'intestin avaient un rôle là-dedans. Et maintenant, on s'aperçoit que, eh bien, les Parkinsoniens ont tendance à avoir telle flore, telle bactérie qui semble les sensibiliser à Parkinson. Et la démonstration est un peu plus poussée parce que en 70-80, beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'ulcères gastriques, on les opérait parce qu'on appelait une vaguectomie. On sectionnait le nerf vague, qui est le nerf parasympathique, si vous voulez, qui déclenche la production d'acide au niveau gastrique. Donc, dans la logique médicale de l'époque, toujours très, très subtile, vous voyez, j'ironise, il y avait un problème d'acide, on coupe le nerf qui fait produire l'acide, comme ça on n'a plus de problème avec l'acide. Bon, donc c'était des gens qui vivent encore, évidemment. Eh bien, ces gens-là ont une résistance à Parkinson. Et du coup, on en vient à penser que la bactérie produit quelque chose au niveau intestinal, un message quelconque, un peptide, qui remonterait par le nerf vague. Et le fait que le nerf vague a été sectionné chez ces gens, ces anciens malades d'ulcères, expliquerait pourquoi ils sont protégés
de Parkinson aujourd'hui, vous voyez. Donc voilà, je veux dire, vous pouvez pas vous imaginer sur les histoires de sensibilité au gluten, tout ça. Il y a des travaux sur le fait avec l'autisme, vous verrez si vous lisez le livre, il y a des relations avec l'autisme, les troubles autistiques, plein de pathologies où il semble que voilà, des gluten modernes, justement, de forte taille, je vous dis, eh bien, mal digérés au niveau intestinal, ils forment des composés qu'on appelle des gliadinomorphines. Hein. Vous comprenez d'où ça vient, morphine. Hein. Et comme par hasard, ces peptides remontent par le nerf vague, ça c'est prouvé, ils vont au système nerveux, où ils se fixent sur les récepteurs à opioïdes. D'accord, donc en conclusion, en fait, il faut de toute façon se faire accompagner par un professionnel de santé avant d'envisager quoi que ce soit. Il ne faut pas tout mélanger, c'est ça, si vous voulez. Je pense sincèrement, il y a un grand espoir dans le sens où la composition de la farine est différente. Pour le dire simplement, elle est mieux tolérée. Enfin, voilà, elle a moins d'inconvénients sur vraiment des facteurs allergisants ou déclencheurs de réactions auto-immunes. Donc, évidemment, c'est avantageux. Hein. Mais, et puis encore une fois, la réponse ne sera pas la même pour des gens qui ont un état pathologique totalement débilité au niveau intestinal, des gros problèmes de porosité, des problèmes de réaction auto-immune, etc. Le passage se fera pas de la même manière, évidemment, que pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas de problème a priori direct. Moi, j'ai pas besoin de consulter quelqu'un. Je mange du pain. Bon, alors moi, je mange pas du pain avec des variétés modernes de blé. C'est des amis qui font du pain au levain, etc. Mais enfin, voilà, si demain je veux passer au grand épeautre, j'ai pas de précautions particulières à prendre. Je pense que vous me comprenez. Ok, merci Lilian. On va pas pouvoir prendre plus de questions malheureusement parce qu'on arrive un peu au bout du temps qui nous est imparti, mais on va peut-être laisser la parole à un spectateur qui voudrait la prendre. J'ai écouté avec intérêt l'intervention de Lilian et les questions posées. Je trouve bon, il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à cet épeautre non hybridé. Je vous rejoins également que dans les magasins, pour trouver les bons produits non hybridés, ben, c'est toute une démarche. Il faut être vigilant et regarder de près les labels de l'Institut Île-de-Garde. Je pense que c'est ça la bonne info du soir. Et entre autres avec la marque Moulin des Moines que l'on peut trouver à droite, à gauche. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, le fait qu'ils aient payé des analyses conforte quand même. On peut dire ça, Pascal, parce que je veux dire, on parle pas sur du vide. On a bien des éléments pour dire que le Borklummer de Moulin des Moines, c'est pas une variété moderne qui a été mélangée avec du blé, et c'est pas sur des bases génétiques qu'on peut dire ça. C'est sur la composition des farines. Parce que si vous voulez, au départ, les analyses, les labos à qui on a fait faire des analyses, au début, ils veulent vous vendre des analyses de biologie moléculaire pour connaître les différences génétiques entre les variétés. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était la composition, c'était les aspects nutritionnels. Hein, puisque de toute façon, les questions d'allergie, la question, elle est simple. Il y a la protéine ou il n'y a pas la protéine. Donc, sur le fond, savoir si les gènes sont les mêmes ou pas, je m'en fous un peu par rapport aux problèmes alimentaires et par rapport aux problèmes de santé. Et donc, oui, vous avez raison, il faut avoir une certification sérieuse qui permet vraiment de montrer. Et encore une fois, hein, ces tests-là, bon, ça représente un certain budget, je ne dis pas le contraire, mais c'est finalement très simple. Et je vous rappelle que sur un simple taux de cendre, vous faites une distinction entre blé, épeautre hybridé et épeautre non hybridé. Hein, un taux de cendre, c'est quand même pas très compliqué à faire. Hein. Donc moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens comme Moulin des Moines, hein, l'Institut et d'autres sûrement, qui vont vouloir jouer le jeu de garantir la qualité de leurs produits en mettant en place un système de certification honnête, pour le dire simplement. Et puis, ben, les 90% qui vendent de la farine de blé à la place du grand épeautre, ils vont pas arrêter demain. Hein. Et c'est pas eux qui vont faire un système de certification. Hein. Donc, si vous êtes assez naïf pour leur prendre la farine, eh bien, vous risquez d'avoir de la farine de blé. Effectivement, donc Lilian, vous parlez des différentes problématiques pour trouver la bonne farine, et effectivement, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là dans les
dans le webinaire. Donc, pour faire simple et pour résumer tout ce qui a été dit, effectivement, on peut trouver la farine de grand épeautre non hybridée donc dans tous les magasins bio, parce qu'on demande aussi sous quelle forme de conditionnement, etc. Donc, dans tous les magasins bio, on peut la trouver. De la marque donc Moulin des Moines avec le logo donc sélectionné par Institut Le Gardien qui est dessus, qui garantit donc grâce à ce label que c'est bien de l'épeautre non hybridée, ce qui est fondamental comme on vient de le comprendre. Et deuxièmement, donc, vous pouvez aussi sans problème vous fournir auprès du grenier d'épeautre. Et il y a aussi d'autres fournisseurs qui font des bonnes choses. Il n'y a pas que ces deux enseignes-là, mais effectivement, on ne peut pas tous les citer, évidemment. Donc, le mieux, c'est de le tester et puis vous verrez aussi très vite si vous constatez les mêmes effets que ce qu'il y a de décrit dans le livre de Lilian. Moi-même, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé l'épeautre, eh bien, je mangeais de l'épeautre, bien sûr, hybridée, ne connaissant pas du tout cette affaire-là, puisque c'était il y a plus de 20 ans. Je ne constatais aucun bienfait décrit par les Allemands à l'époque. Et c'est là que je me suis remise en question. J'ai dit, il y a forcément un problème sur la qualité de cette épeautre. Et beaucoup plus tard, j'ai compris qu'il fallait de l'épeautre non hybridée. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment constaté les bienfaits décrits, d'ailleurs par Lilian aussi, dans son livre. Donc, je pense que si vous voyez pas de bienfaits ou si vous avez toujours mal au ventre, comme quand vous mangez du blé, vous saurez très vite que c'est pas l'épeautre un épeautre de bonne qualité et un épeautre non hybridé. Voilà un petit peu mon conseil simple, mon retour d'expérience. Et j'ajouterais juste une chose, si vous permettez, Mélodie, c'est que tout simplement, vous pouvez aussi prendre conseil auprès de votre naturopathe s'il est spécialisé Île-de-Gardien. Normalement, l'épeautre, c'est un sujet qu'il va bien connaître, il va pouvoir vous orienter sur les différentes marques et les différentes variétés. Exactement. Voilà. Ben, merci Lilian, merci Mélodie, merci à tous. Mais merci à vous, merci de votre attention. Et, merci à tout le monde. Merci à tous, merci donc à tous les spectateurs qui ont été nombreux ce soir. Je sais qu'il y en a qui ont eu des difficultés à se connecter, mais qui ont finalement réussi. Donc bravo pour vous, pour votre détermination. En tous les cas, on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions que je vois défiler parce que l'heure déjà est bien avancée. Mais en tous les cas, achetez le livre de Lilian. Je pense que déjà vous aurez beaucoup de réponses. Et puis, pour ceux qui sont nos stagiaires et qui ont la chance d'avoir Lilian en cours, je pense aussi que vous pourrez poser des questions en direct à Lilian. Je pense qu'il se fera un plaisir de répondre. Voilà. Oui. Alors, merci à tout le monde pour cette très belle intervention et à très vite, je l'espère, pour d'autres aventures avec les éditions IH et avec d'autres auteurs. Merci à tous. Bonne merci soirée. à tous et bonne soirée. Bonne soirée.